Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et si on se retrouve aujourd'hui avec un pansement sur le visage comme dans la précédente vidéo, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur Twisters, je vous invite à aller la voir. Si vous ne savez pas pourquoi j'ai un pansement sur le visage, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les scènes post-génériques ou à vous référer au sommaire si vous voulez absolument tout de suite, immédiatement résoudre cette incommensurable suspense, parce qu'on ne reviendra pas dessus. Parce que si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour parler de tout ça, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un film horrifique qui a fait le buzz, qui a été vendu comme une réussite, une innovation, quelque chose d'exceptionnel. Et vous le savez, j'adore l'horreur, c'est pour moi le meilleur genre de film qui soit. Par contre, c'est un genre qui est très punitif, beaucoup de mauvais films, quelques films moyens et quelques pépites. Et j'espérais que le film dont on va parler aujourd'hui, qui est Longlegs, fasse partie de ces quelques pépites. J'ai donc attendu avec impatience sa sortie, en plus j'avais pas entendu trop parler de lui avant il y a quelques mois, qui passe le buzz en fait. Donc j'attendais vraiment qu'il arrive en salle. J'ai attendu également d'avoir un moment pour aller le voir où il n'y aurait pas trop de gens relous dans la salle. Donc ça a pris quelques temps, j'y suis pas allée day one. Mais j'ai enfin découvert le film dont tout le monde parle dans le monde horrifique. Et il faut qu'on en parle ensemble. Parce qu'il y a des choses à dire. Je vous en dis pas plus là tout de suite. Servez-vous un grand verre d'eau, hydratez-vous, c'est l'été, la boisson de votre choix. Posez-vous tranquillement, installez-vous confortablement. N'oubliez pas le petit like et de me faire coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes passé par là. Et sans plus attendre, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Longlegs, je vous l'ai dit, c'était supposé être la pépite horrifique de ce début d'été. C'est donc un film d'horreur thriller qui dure 1h40 et qui est sorti le 10 juillet 2024 en salle. Il est réalisé par Oz Perkins et c'est son 4e film horrifique, donc c'est vraiment un genre qui semble l'intéresser. Préalablement, il a réalisé Hansel et Gretel en 2020, I Am the Pretty Thing That Lives in the House en 2016 et en 2015 The Black Coat's Daughter. Mais je n'ai vu aucun de ces 3 films. Enfin si, je me souviens avoir vu I Am the Pretty Things That Lives in the House, mais le film m'a absolument pas marqué. J'en ai quasiment aucun souvenir. Je suis allée voir un petit peu quelques images de quelques moments de la photographie. Franchement, j'ai plus rien de ce film. J'ai rien gardé de ce film, donc je considère que je vais faire comme si je ne l'avais pas vu. Je suis donc allée voir Longlegs comme une découverte du style de Oz Perkins. Et faut dire qu'il y avait de quoi me séduire puisqu'au casting on retrouve l'un de mes acteurs favoris. Un acteur que j'apprécie énormément, qui est très polymorphe, qui a fait beaucoup de choses différentes, certaines choses où il jouait très mal, d'autres choses où je trouve qu'il jouait très bien. Un acteur que j'ai déjà beaucoup apprécié cette année dans le film horreur comédie Dream Scenario dont je vous ai parlé sur la chaîne dans un petit short. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Bien évidemment, je parle de Nicolas Cage. Pour Nicolas Cage, je pense qu'on ne le présente plus. Il a fait Volte-Face, il a fait The Ghost Rider, il a fait l'excellent Lord of War, il incarne Benjamin Gates dans les 2 films Benjamin Gates. En 2022, il était dans le film Un talent en or massif où il se moquait un petit peu de son image. C'était un film qui était assez intéressant, je trouve, par rapport à sa filmographie. Beaucoup moins pertinent, on l'a vu dernièrement dans des films comme Renfield, que j'ai pas beaucoup aimé, je vous ai donné mon avis dans les rattrapages de fin d'année 2023, ou encore dans le très bizarre film Color Out of Space. Vraiment, il a une filmographie très intrigante et parfois poussée un petit peu par le chèque et le fait de vivre de son travail, ce que je ne juge pas personnellement par ailleurs, mais j'aime beaucoup Nicolas Cage et j'avais très hâte de voir dans ce film. Il partage l'affiche avec Maika Monroe, et Maika Monroe, personnellement, j'ai découverte dans un autre excellent film d'horreur que j'avais adoré, qui est un de mes favoris de ces dernières années, qui est le film It Follows. Si vous ne l'avez jamais vu, quittez cette vidéo, allez découvrir It Follows. Attendez peut-être la nuit, quoique, mais c'est vraiment excellent. Mais on l'avait également vu dans des films un petit peu plus ados, un petit peu plus blockbuster, comme La 5e vague ou encore Independence Day 2, que je ne recommande pas. On a également une actrice dont on a parlé tout récemment, puisqu'elle était dans le film Twisters. C'est Kairinan Shipka, qui incarne Sabrina dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, et qui était également dans le film The Silence, qui avait un petit peu été éclipsé par Sans un bruit, dont on a eu le préquel récemment, Sans un bruit Day One, mais qui était relativement sympathique. Et on complète le casting avec Blair Underwood. Vous avez peut-être découvert dans la fameuse série Sex and the City, que personnellement je n'ai jamais regardé parce que je n'ai jamais accroché aux premiers épisodes. Et plus récemment, on a pu le voir dans la série Self-Made.
On a donc un casting que personnellement je trouvais très intriguant du fait de la figure de Nicolas Cage et une histoire tout aussi attirante mais également plutôt mystérieuse puisque le film Longlegs nous propose de suivre Lee Harker, une agente du FBI avec un instinct particulièrement prononcé qui se retrouve affectée à un cas irrésolu de tueur en série qui massacre des familles sans qu'on sache exactement comment il fait pour arriver à ses fins. Alors que l'enquête avance et que celle-ci flirte avec l'occulte, Lee Harker se retrouve de plus en plus intimement lié à l'affaire, que ce soit aux différents crimes comme aux tueurs. Donc en soi, on a un scénario qui est somme toute plutôt classique avec un thriller qui va flirter avec l'occulte et un enquêteur beaucoup trop impliqué personnellement. Mais si le scénario n'est pas forcément original, ce qui semblait l'être, c'était l'angle d'accroche, surtout au niveau de la mise en scène et de la photographie. Et commençons par la photographie, justement. Pour moi, c'était vraiment supposé être le point fort de ce film et je dois reconnaître que j'ai quand même beaucoup apprécié ce que j'ai vu. C'est très crasseux, c'est extrêmement glauque, c'est très enfermant, je trouve. Le film commence en 4 tiers, le reste du film se passe en 16/9, mais on a quand même quelques moments en 4 tiers, notamment sur l'ouverture, mais également sur la fin. Et je trouve que jouer sur le 4 tiers en tout début de film, ça donne ce côté extrêmement oppressant et ça donne aussi cette esthétique entre les années 70 et les années 90, on va dire cette vingtaine d'années qui est un petit peu vintage, d'une période avec beaucoup moins de communication où c'est beaucoup plus difficile de se renseigner, on peut beaucoup plus facilement se retrouver enfermé ou pas assez renseigné, etc. D'ailleurs cette esthétique elle est travaillée dans tout le film et je dois vraiment faire un point sur les décors. Je veux vraiment mettre en avant le travail qui a été fait sur les mises en scène et les décors parce que c'est super intéressant. On alterne entre des zones extrêmement épurées et des zones extrêmement chargées et je trouve que cette alternance elle est super intéressante parce qu'elle crée un manque de repères en fait. Comme on va de scènes très très vides, je pense à la scène de la maison au début qui est d'ailleurs super impactante et qui est une très très bonne ouverture de film. Je pense à la scène où elle étale les pièces à conviction par terre qui sont des scènes où tu as presque l'impression d'être dans un espace semi-médicalisé, quelque chose de très très épuré où tu te sens presque observé tellement c'est vide. Et d'autres scènes hyper chargées, que ce soit les scènes autour du personnage de Nicolas Cage ou les scènes dans la maison d'enfance de l'enquêtrice. Là c'est hyper chargé où on a presque des gens qui ont le syndrome, vous savez, des accumulateurs qui ne jettent rien, etc. Là aussi en fait on a l'impression d'être observé mais d'une façon différente parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qu'on se sent très oppressé et le réalisateur joue sur les clichés du film d'horreur en mettant dans notre coin de vision des formes qu'on pense être un être humain. Donc on va de suite fixer dessus et en fait non, en mettant dans notre champ de vision énormément de fenêtres. Toutes les scènes, notamment quand on est à la maison de l'enquêtrice, toutes les scènes avec les fenêtres, je passais plus mon temps à regarder les fenêtres que la regarder elle. Et ça, c'est grâce à un truc qui est utilisé dès le début du film. Dans la scène d'ouverture, on a un truc et on s'y attend pas. On regarde pas cet endroit-là de l'image et on le rate. Moi, je l'ai raté ce truc. Si j'avais été chez moi, j'aurais rembobiné pour revoir. Je me connais parce que j'ai raté un truc. Un coin de l'œil, un petit mouvement du coin de l'œil qui m'a échappé en début de film. Et ce trick en début de film qui te marque en te disant je suis passée à côté de quelque chose, ça fait que toutes les autres scènes dans le film où il y a la possibilité de potentiellement voir, pas un jumpscare mais un personnage dans l'ombre ou un personnage derrière dans une fenêtre, tu vas passer ton temps à chercher. Tu vas passer ton temps à chercher la forme, à essayer de deviner des personnes dans le fond, derrière, devant. Et ça crée un sentiment d'oppression. Ça, plus le fait qu'on a des pièces vides d'un côté et des pièces trop chargées de l'autre et qu'on alterne entre ces deux environnements, tu te sens mal. Tu te sens observé, tu te sens encerclé, tu te sens envahi et ce tout le long du film. Et c'est super, 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 super malin au niveau de la construction de l'image. Autre point très important, le travail sur le costume et le make-up dans le film. Et je vais me permettre de ne pas mettre d'image dans cette partie pour ne rien vous spoiler. C'est quelque chose que vous avez envie de voir sur pièce. Et si vous avez déjà vu le film, je pense que les rêves seront assez directs pour que vous voyez de quoi je parle. Pourquoi je dis que c'est très important? Déjà parce qu'on a le personnage de Nicolas Cage qui est juste méconnaissable, qui joue hyper bien, qui est la personne la plus malaisante que j'ai vue depuis plusieurs années. Le travail sur le make-up, il est juste incroyablement bien fait et incroyablement malaisant. On est sur quelque chose de très impactant visuellement et en plus c'est super important parce que cet impact visuel de ce personnage, c'est un peu tout ce qui centralise les angoisses dans le film. Ça et le travail autour des poupées. Le travail autour des poupées, il est également très important et on est presque sur un travail de costume et de make-up. Je pense que ceux qui ont vu le film, vous voyez ce que je veux dire. Qui ajoute dans le glauque, qui ajoute dans le malsain et qui ajoute dans l'aspect hyper horrifique du film alors qu'il ne se passe pas grand chose d'horrifique. Parenthèse, je suis désolée, je passe mon temps à régler la luminosité.
mais le soleil n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui, désolée. Et il n'y a pas que sur les poupées et sur le personnage de Nicolas Cage qu'il y a un travail qui est très important autour de la caractérisation de personnages. Il y a plein d'autres éléments, que ce soit les personnages qui sont interrogés, les personnages qui gravitent autour de notre enquêtrice ou de notre enquêtrice elle-même, où il y a un très gros travail autour de l'identité, la caractérisation des personnages, que j'ai trouvé vraiment pertinent, réfléchi, construit dans le but d'une esthétique et dans le but de poser une ambiance, parce que pour moi on est vraiment sur un film d'ambiance, tout se joue dans l'ambiance. Au final, l'histoire, les rebondissements, la façon dont c'est écrit, forcément ça joue, mais c'est secondaire par rapport à l'ambiance qu'on essaye de poser. Et c'est là que malheureusement je vais être obligée de poser, si ce n'est un bémol, en tout cas une réflexion. J'ai trouvé que le film était visuellement super prétentieux. Franchement, le film se prend au sérieux. Visuellement en tout cas, le film, il te le dit dès le départ, il dit « Moi je suis pas là pour rigoler, ok, moi je joue dans la cour des grands, j'ai envie de proposer une vision esthétique. » On a quand même beaucoup cette connotation-là. On a ce côté « Moi je propose une vision ». Mais est-ce que le film propose une vision? Oui. Donc est-ce que le film peut être prétentieux pour ce qu'il est? Personnellement, j'ai envie de dire oui. Parce que ce film essaye quand même de faire écho à des mastodontes de l'univers horrifico-thriller. Je pense à des thrillers noirs comme Seven ou comme Prisoners. Je trouve qu'on retrouve vraiment des vibes de cet univers. Je pense à des films horrifiques comme It Follows, avec tout le travail sur les avancées de caméra et tout le travail sur les magnifiques symétries. La symétrie, c'est quelque chose de hyper juicy visuellement, mais qui peut être hyper malsain, en particulier si tu as une symétrie qui est belle et un truc qui perturbe ta symétrie. Là encore, on joue sur le glauque, là encore, on joue sur le malsain, là encore, on essaie de perturber notre spectateur, là encore, c'est très malin pour poser une ambiance. On a des rêves à des films que moi je considère comme des réussites et des films majeurs de l'univers du thriller horrifique et du thriller noir. Est-ce qu'on est à la hauteur de ces rêves? Faudra voir comment mûrit le film sur le temps long. Pour moi, non. Et ça viendra de l'écriture, on va en parler un petit peu après. Mais je trouve quand même intéressant que ce film ose assumer pleinement de dire j'ai un truc à dire, j'ai une vision à proposer, j'ai une position, j'ai un statement à faire, comme ils disent en anglais. Je trouve pas comment vous le dire en français, mais j'ai quelque chose à dire. On reproche très souvent au cinéma d'être mainstream, de toujours faire la même chose, de n'avoir rien à dire, de pas avoir d'idées. On peut tout reprocher à ce film, sauf le fait de pas avoir d'idées et surtout visuellement. Et moi, je trouve que ça a fait plaisir. Et oui, le film, il a quelque chose d'un petit peu artisto-prétentieux. Et j'ai envie de dire, et alors, s'il porte vraiment quelque chose, s'il a vraiment une voix, s'il a vraiment quelque chose à proposer. Et pour moi, ce film avait vraiment quelque chose à proposer. Par contre, oui, ça peut être super oppressant et super étouffant. Et ça peut être un peu saoulant. Parce qu'on a clairement un réal qui est en train de te dire j'adore ce que je fais. Et reconnaissons également que la com qui crie au génie, ça aide pas forcément à avoir de l'humilité derrière la création artistique. Et je peux comprendre qu'on trouve ça agaçant, très sincèrement. Parce que moi, qui ai kiffé ce que j'ai vu visuellement, j'ai trouvé ça lourd un peu au bout d'un moment. Donc je voulais quand même faire ce point là parce que pour moi le visuel il est réussi, il y a un vrai travail, il y a une vraie réussite, il y a une construction qui est intéressante, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de réflexions en fait sur comment construire ton film et comment construire ton image et ta mise en scène et tes décors et ton ambiance 70s, 80s bizarre. Et comment construire surtout une ambiance hyper malsaine parce que tout repose sur l'hyper malsain. Par contre oui, c'est quand même un peu prétentieux à l'image. Maintenant, si on se détache un petit peu de l'image et qu'on s'intéresse au scénario, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'écriture, j'ai quand même plus de bémols et plus de 1 à rajouter à mon avis. Parce que si vraiment j'ai été happée par l'ambiance, au niveau scénaristique, je sais pas. Pour moi, on s'éparpille un petit peu dans ce qu'on essaye de proposer au niveau de l'histoire, c'est-à-dire qu'on propose un petit peu de Zodiac avec un espèce de mystère à résoudre, un espèce de message codé, on propose un petit peu d'horrifique, type exorcisme démon, mais on flirte également avec le style thriller noir, avec tout le rapport à l'enfance et à l'enfant, on flirte un petit peu avec la pédophilie également, en tout cas on a vraiment des vieux relents pédophiles crasseux qui remontent. On flirte avec la maladie mentale, on retrouve un personnage qui est presque grotesque à l'excès, et ça m'a fait en cela un petit peu penser au dernier film de Luc Besson, Dogman, qui était pas réussi et qui essayait également de flirter avec ce pseudo malsain d'un personnage qui est pas vraiment genré. On sent qu'il y avait beaucoup de choses à mettre dans la salade et que ça fait trop, ça déborde, c'est difficile à saisir. Pourtant il y a de très bonnes idées. Honnêtement, je trouve que tout ce qui est développé autour du religieux et de la démonologie, on va dire, pour rester assez large, c'est intéressant et c'est une optique qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'horrifique religieux, référence catholique, christianisme, exorcisme et tout le bazar. J'ai trouvé que cet axe-là, il était intéressant, mais le problème c'est que cet axe-là, plus tous les autres axes qui viennent surcharger le machin,
Du coup on part un petit peu dans tous les sens et c'est hyper dommage. Et ça se ressent au visionnage parce que du coup t'as vachement de mal à suivre l'enquête. Le postulat de base c'est une enquête du FBI sur des meurtres irrésolus. Et dans ce cas-là, pour suivre l'enquête, il faut quand même qu'il y ait une logique et un fil conducteur qui fait que tu arrives à suivre les réflexions des enquêteurs. Parce que sinon, ça prend pas, en tout cas pour moi, quand je suis une histoire d'enquête, il faut que j'arrive à suivre les enquêteurs dans leurs réflexions et dans leur fil rouge. Et là, le problème, c'est que c'est très cheveux sur la soupe, ça tombe un petit peu de nulle part. Ça se tient pas en fait, il y a trop d'éléments qui font pas sens entre eux et c'est hyper dommage. C'est hyper dommage parce qu'il y a plein d'idées et il y a plein de bonnes idées qui sont en plus toutes compatibles avec l'ambiance glaucose dégueu, malsaine, je me sens observée, oppressée et il n'y a rien qui va que met en place la photographie, mais le scénario fait pas de choix et pour moi le scénario aurait dû faire des choix parce que malheureusement du coup l'histoire s'éparpille et elle est beaucoup plus difficile à lire et elle est beaucoup plus difficile à suivre en fait au final. Maintenant et heureusement il y a un élément et je vais rester sur le fond du film qui permet de maintenir tout ça ensemble et que j'ai passé un très bon moment en salle malgré tout, c'est la gestion du rythme et la gestion du rythme qui est totalement liée au rôle qu'incarne Nicolas Cage dans le film et au moment où intervient ce personnage. Tous les moments où on suit notre agente du FBI sont des moments un peu lourdingues. Et tous les moments qui arrivent à revitaliser le film sont les moments où Nicolas Cage est à l'écran parce que ce sont des moments qui sont hyper impactants visuellement, qui sont hyper impactants au niveau stress, au niveau mise en scène, qui sont les moments les plus créatifs du film également, qui sont les moments où la musique est la plus pertinente également. On a une musique très old school, ouais, vieux film d'horreur avec ces musiques très, très présentes, très stridentes à l'oreille et qui fonctionne hyper bien avec le personnage qui a été créé autour de Nicolas Cage. Et en fait, toutes les scènes impactantes du film, ce sont les scènes avec Nicolas Cage. Et on ne fait que avoir des pics dans ces moments-là, puis retomber, avoir des pics et retomber, avoir des pics et retomber. Mais là où c'est intelligent, c'est qu'elles sont bien réparties tout le long du film pour te maintenir parce que tu veux résoudre le mystère. Non pas de notre enquêtrice qui est pas très accrochante, hein, faut reconnaître, j'étais pas hyper fan d'elle et j'ai pas trop... Parce que son enquête, elle se tient pas et c'est tout par le pouvoir magique du « ouais mais je le sais, c'est comme ça » et qu'elle est très taiseuse, etc. T'arrives pas à accrocher malgré le fait qu'on a plutôt un bon acting. Ce à quoi t'accroches, c'est « je veux savoir qu'est-ce que c'est que ce personnage hyper chelou ». Je veux savoir pourquoi on m'a traumatisée avec la gueule de ce mec là au début du film. Je veux pas savoir ce qu'il veut, je veux savoir qui c'est, et je veux savoir comment exorciser ce machin. Tu passes tout ton film à essayer d'exorciser l'image qu'on t'a projetée de Nicolas Cage en début de film. Et en cela, du coup, il y a un rythme qui est super intelligent parce que malgré le fait que l'enquête soit pas super fluide et que l'enquête soit pas ultra prenante à mort, eh ben l'ambiance elle te happe et tu veux absolument savoir pourquoi, de qui, de comment, de c'est quoi ce truc. Et ça marche. Et si j'en arrive à mon bilan, ben j'ai passé un très bon moment en salle. Et je suis sortie, je me suis dit que j'avais vu un bon film. J'avais pas vu un très bon film, parce que ce film a des défauts, mais j'ai vu un bon film, un film qui avait quelque chose à dire, un film qui avait une idée, un film qui avait un projet, un film qui savait qu'il avait une idée, un projet, et qui était certes un petit peu prétentieux, mais qui avait quelque chose à proposer. Un film qui m'a happé au niveau de son ambiance, et pour moi vraiment tout est dans l'ambiance, tout est dans la mise en scène, tout est dans la façon dont on a posé les caméras pour que moi, dans ma petite salle, je me sois sentie très très seule et très très mal et très très pas bien et glaucose et poisseux et dégueulasse. Ce qui est vraiment un côté vieux Roland dans ce film, il y a un vieux Roland, tu vois, t'es pas bien, t'as pas envie d'être là, tu veux que ça se résolve, tu veux qu'on exorcise le truc, t'as envie de te remettre à respirer en fait, ça se termine pour pouvoir respirer un grand bol d'air frais parce que ça sent le renfermer, le film il sent le renfermer, tu te sens enfermé, tu te sens pas bien. Et ça c'est hyper bien, franchement quand je vais au cinéma je veux vivre des trucs et là j'ai vécu un truc, mais c'est vrai que quand on sort de là-dedans et que la cocotte minute retombe et qu'on ouvre enfin la cocotte minute pour voir au final à quel goût a le plat, bah tu te dis que le plat il a un goût de peut-être pas assez cuit, peut-être pas assez mijoté, peut-être on a mis trop d'ingrédients dedans. En tout cas au moins il y avait une idée, il y avait quelque chose et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu si vous aimez l'horreur et si vous aimez les ambiances vieilles, des ambiances glaucos, si vous aimez que ça sente le renfermer, si vous aimez être pris en otage par un film et si vous aimez pas vous sentir bien en salle, vous allez kiffer ce film. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Vous allez kiffer ce que vous allez voir. Vous allez aimer être happé par cette ambiance. Maintenant, je sais pas si c'est un film que je reverrai par exemple, alors que It Follows, ou Prisoners, ou Zodiac, ou qu'est-ce que j'ai cité d'autre comme ambiance qui m'a fait penser à ça, ou Seven. C'est des films que je revois et que je revois et qui sont inusables. Ce film-là, pour moi, c'est plus une sorte de one-shot où tu vis un truc en salle. N'empêche que ce que je retiendrai, c'est
waouh, Nicolas Cage, waouh, le travail des make-up artistes, yes, la mise en scène. Vous m'avez mis mal. Vous m'avez mis mal et c'est déjà beaucoup. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le film Longlegs jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous avoir parlé du film parce que c'est un film dont on a beaucoup parlé, il y a eu un gros buzz dessus. Ça fait plaisir d'avoir du buzz sur de l'horreur, ça fait plaisir d'avoir des films d'horreur qui font de si bons démarrages, ça fait plaisir d'avoir des films d'horreur qui ont des idées et qui sont originaux. On voit tellement de choses qui se ressemblent dans l'horreur et on voit tellement de choses qui n'ont pas de saveur dans l'horreur. Je pense aux Cartes du Mal, je pense à Night Swim, je pense à Imaginary. Hormis Immaculée, depuis le début de l'année, on n'a pas vraiment eu de vraies propositions horrifiques. Là, c'est une vraie proposition. Maintenant, c'est pas non plus le chef-d'œuvre qu'on nous avait vendu. Donc si vous l'avez vu, dites-moi si vous avez un petit peu ressenti la même chose vis-à-vis du film. Dans tous les cas, laissez-moi un commentaire pour soutenir la vidéo, pour qu'elle soit mise en avant dans l'algorithme. Ça aide pour le référencement. C'est également le cas des petits likes. Donc laissez-moi un juste en dessous, ça fait plaisir. Ça me soutient dans ce que je fais. Ça soutient la chaîne. Bref, c'est tout bénef. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça vous permettra de voir les futures sorties de la chaîne, d'aller découvrir les anciennes vidéos. Et également, si vous activez la cloche, vous êtes prévenu des posts communautaires, enfin de tout ce qui sort. Je vous mets des petits sondages, etc. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous embête pas plus. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup le ultra malaisant et ultra glauque Longlegs. D'ici là, prenez soin de vous. Encore désolée pour les problèmes de luminosité. Et je vous dis à très vite. Bonjour, nous sommes dimanche. Juste avant, j'ai filmé la vidéo de Twister qui devrait sortir avant celle-ci. Et du coup, je vous ai déjà expliqué l'histoire de ceci. Je me suis pris une branche, le chien. Je vais vous le faire en résumé. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir les scènes post-génériques de Twisters. Chien, branche, stupidité. en vrai, je pense que ça suffit. Mais c'est pas beau, du coup, je préfère le cacher. Je préfère avoir un pansement sur la gueule. Même s'il est un peu taché et moche. En vrai, c'est la croûte là qu'il y a dessous. Désolée pour les gens qui craignent ce genre de truc. Je préfère mettre le pansement parce qu'en plus il y a un gros bleu qui commence à devenir genre noir, jaune, au fer, bizarre. Bref, c'est moche. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir l'air d'une casse-cou, d'une Lolita casse-cou à la japonaise. Plutôt dans les années 2000-2010. Il y avait un style où des japonaises se mettaient des pansements sur le nez ou sur le front pour donner un look casse-cou, mais c'était genre en mode kawaii. Bref, je sais pas pourquoi je digresse. On est là pour parler de Longlegs, qui est un film dont j'avais pas du tout entendu parler il y a 2-3 mois. Le film a fait parler de lui dans certains festivals, les gens étaient trop marre et tout. J'ai eu envie de le voir et l'enthousiasme a monté. Et je l'ai vu en salle et on en parle. Voilà. Décor de vacances comme vous pouvez le voir, puisque je suis en vacances. Mais on n'arrête pas la chaîne pour autant. En plus, j'essaie de préparer des trucs pour toute l'année, puisque c'est un peu la période où je peux préparer l'année pour la chaîne. Et j'ai des idées, mais je sais pas si je pourrais les mettre en place, puisque comme d'habitude, on essaye quand même de se reposer. Un luminosité de folie, là. The sun is out. Il pleut, il fait moche depuis ce matin. Et là, le soleil, il a des idées de ouf. Je suis en train de prévoir des trucs. Bref, c'est pas le sujet. On est parti. J'ai plus d'eau, je vais aller en chercher. Let's go. C'est où que Longlegs il a fait parler de lui et qu'il a traumatisé les gens là? Je me souviens plus de l'info, faut que je cherche. Quatrième film de Oz Perkins. Il a fait du buzz, mais où? Je suis vraiment désolée pour ces changements de lumière. Pour moi, c'est un film qui n'est pas totalement abouti, mais c'est pas non plus le déchet dont certains ont parlé. Hein. Oui, il a quelque chose de prétentieux, mais au moins il a quelque chose, j'ai envie de dire. Là, la luminosité, elle est trop élevée. Il m'a trop saoulé le soleil, je vous jure, je suis contrariée. Je suis pas chez moi, j'ai pas mes lights habituels et celles-là, elles sont pas assez fortes pour combler ça, là. Vas-y, ce matin, c'était l'apocalypse nucléaire du temps de merde. Ensuite, il y a eu le temps gris immonde. Et là, maintenant, c'est soleil, pas soleil, soleil, pas soleil. Et je trouve que les gens sont trop extrêmes sur ce film. C'est soit du génie absolu, soit c'est immonde, c'est dégueulasse, c'est vraiment nul. L'entre-deux. Après, souvent, quand un film fait un gros buzz en mode c'est génial, les gens s'attendent à génial, et le moindre truc qui leur va pas, c'est nul. Donc je peux comprendre la démarche, mais l'entre-deux... Bref, merci d'avoir regardé cette fois générique, et ciao.